vous et je tiens d'abord à vous remercier Le Monde, l'Université du Mans, l'association de cette invitation qui m'honore. Et je tiens également à m'excuser de mon retard. Je suis tombée malade et j'étais persuadée dans ma fièvre que la table ronde commençait à 10h. Ce qui montre que le cerveau n'est pas infaillible, et c'est une introduction que je n'avais pas prévue, mais qui me permet de lancer le thème que je vais aborder ce matin, qui est effectivement la question du remplacement de l'homme sur le champ de bataille par des systèmes autonomes, des robots. Et je vais essayer d'expliquer... si je ne perds pas ma voix d'ici là, les enjeux qui sont associés à ces technologies. D'abord, vous l'avez peut-être vu ou entendu, mais en juillet 2024, le général américain Mark Milley, qui est l'ancien chef d'état-major des armées, a annoncé que d'ici à 2039, un quart à un tiers de l'armée américaine serait robotisée. C'est une annonce qui a déjà été observée dans d'autres États, au Royaume-Uni par exemple. La Russie a pu aussi tenir des propos similaires. Et de fait, on observe que les progrès en intelligence artificielle, alors l'intelligence artificielle, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler dernièrement, mais j'en donne une définition très rapide et très simple, qui est la définition, disons, originelle de John McCarthy, qui disait que l'intelligence artificielle, c'est les techniques qui permettent de mieux comprendre et d'imiter le raisonnement humain. Donc, ça ouvre un champ des possibles. Les progrès en intelligence artificielle, donc les progrès également en robotique, permettent de rendre un nombre croissant de fonctions des systèmes d'armes, alors des systèmes d'armes qui peuvent être des drones, des robots terrestres, des navires sans pilote, ce genre de choses, autonomes. Donc, la définition d'une arme autonome, là aussi, c'est un système qui, une fois activé, est capable d'identifier, sélectionner et d'ouvrir le feu sur une cible sans autre intervention d'un opérateur humain. L'émergence de ce type d'arme fait dire à de nombreux auteurs, mais dont Wang Weixin, qui est le directeur de la recherche de l'Armée populaire de libération en Chine, que le combat sans hommes est en train d'émerger progressivement comme le futur de la guerre. Cette tendance s'inscrit dans trois mouvements contemporains. Le premier, c'est la réduction du format des armées, qui s'est observée dans de nombreuses armées, en particulier occidentales, depuis les années 90, et qui implique de fait une réduction du nombre de personnels militaires disponibles. Le deuxième mouvement, c'est une moindre tolérance aux pertes humaines, qui là aussi s'observe dans différents travaux et qui montre que à partir d'un certain seuil de pertes humaines médiatisées, les démocraties libérales se retrouvent plus ou moins contraintes de renoncer à leur engagement du fait des réactions négatives de l'opinion. Et le troisième mouvement, c'est la multiplication des opérations extérieures, des engagements extérieurs, qui, dans le cas de la France, a diminué ces dernières années. Mais quand l'envie d'autonomiser davantage de fonctions des systèmes d'armes s'est manifestée, c'était effectivement un problème important, le fait de pouvoir honorer tous ces engagements sur des théâtres très différents, alors que on avait les deux autres mouvements qui étaient plutôt contradictoires et qui étaient effectivement, on avait moins d'hommes et en plus on acceptait moins qu'ils meurent. Tout ça crée effectivement une robotisation du champ de bataille. Le mot robot, il vient du tchèque. C'est un auteur qui s'appelle Karel Čapek qui l'a inventé dans un ouvrage de science-fiction, et ça vient du substantif de travailler. Donc ça peut être associé à l'idée de corvée. Et ça, l'idée de déléguer effectivement à des machines les tâches dangereuses ou alors ingrates, répétitives, c'est un fantasme qui existe depuis très longtemps. On peut penser au mythe du golem, par exemple, dans la tradition juive. On peut penser au géant de bronze Talos, qui avait été fabriqué par Héphaïstos pour protéger la Crète. Cette idée, effectivement, d'avoir un protecteur qui ne soit pas humain et qui puisse pourtant remplacer les soldats existe depuis longtemps, mais est en train de se concrétiser depuis plusieurs années, et avec une amélioration
visible avec l'intelligence artificielle. Visible à la fois en Ukraine, puisque la guerre des drones est devenue absolument fondamentale et les drones ont été dotés de techniques d'intelligence artificielle, notamment pour lutter contre la guerre électronique. La guerre électronique, simplement, c'est le fait de pouvoir brouiller, ça peut être beaucoup d'autres choses, mais de pouvoir brouiller les communications entre un système et son opérateur. Et donc, en 2014, par exemple, les drones qui avaient été utilisés étaient très souvent brouillés et donc ils devenaient inopérants. Et donc, c'est pour ça que l'autonomie est intéressante, parce que ça permet à un drone de continuer sa mission, même en cas de brouillage. Et ça s'observe aussi, évidemment, au Proche-Orient, avec l'utilisation par l'armée israélienne d'un certain nombre de programmes d'intelligence artificielle, notamment de ciblage, qui ont permis d'identifier des cibles à la fois humaines et matérielles, dans la bande de Gaza notamment. On verra si c'est le cas aussi au Liban. Ce qui m'amène à la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, le robot est-il un adversaire comme un autre? Puisqu'une fois qu'on a dit que le robot était désormais présent sur le champ de bataille, il faut quand même s'interroger sur cet enjeu. Alors, au risque de paraître un peu scolaire, mais je pense que je peux encore me le permettre puisque je suis la benjamine de ce forum, je vais répondre à cette question avec une approche dialectique, qui a en plus le mérite d'être facile à comprendre. Donc, d'abord, le robot est-il un adversaire comme un autre? C'est une question qui s'est posée finalement pas en premier lieu dans le domaine militaire, mais on peut penser au domaine dans lequel ça a été le plus médiatisé au départ, et c'est celui des échecs, puisque en 1997, le gigantesque champion d'échecs Garry Kasparov a été battu par une intelligence artificielle, Deep Blue, ce qui a évidemment laissé penser que c'était la fin de l'humain et que nous allions tous être dépassés. Et donc, ça a induit l'idée que le robot, la machine, était non seulement un adversaire digne d'être affronté, mais même un meilleur adversaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la littérature sur la guerre, puisque d'une part, du point de vue de l'efficacité de ces machines, les systèmes autonomes sont décrits, notamment par le département de la défense américain depuis le début des années 2010, comme un multiplicateur de force. Multiplicateur de force parce qu'ils sont plus rapides, plus endurants, plus précis et mieux coordonnés que des soldats sur le champ de bataille. Par ailleurs, comme on le sait, l'intelligence artificielle permet d'agréger, de traiter un très grand nombre de données et des données de nature très diverse. Donc, ça permet une prise de décision qui inclut des informations très massives, ce qu'on appelle parfois le big data. Et donc, il y a l'idée que la décision est mieux informée et donc est meilleure. Ces systèmes permettent aussi une réduction des coûts, puisque finalement un drone coûte moins cher qu'un soldat sur le champ de bataille, en particulier en cas de perte. La perte d'un drone est quand même beaucoup moins problématique, à la fois sur le plan politique et sur le plan économique, que la perte d'un soldat. Et ça permet évidemment de préserver les vies humaines, ce qui est le principal atout mis en avant. De plus, certains avancent que l'absence d'émotion de ces machines, effectivement une machine n'est pas stressée, n'est pas en colère, n'a pas peur, ne tombe pas malade, et donc peut avoir une moindre inclination à avoir un usage excessif de la force pour se protéger ou alors pour prendre sa revanche parce que la veille il a perdu des frères d'armes, ce genre de choses. Donc c'est le fantasme d'une pure application de la règle qui serait en fait associée à une vision de la guerre comme une sorte de calcul algorithmique et les décisions en seraient meilleures, d'autant que certains avancent aussi que puisque ces systèmes sont à la fois des effecteurs mais aussi des capteurs, donc ils peuvent enregistrer tout ce qui se passe sur le champ de bataille, eh bien, ils pourraient exercer une fonction de monitoring, c'est-à-dire qu'ils pourraient enregistrer ce qui se passe et en cas d'exaction apporter des preuves extrêmement tangibles qui pourraient améliorer l'exercice de la justice pénale internationale notamment.
Alors, évidemment, ces systèmes ne sont pas exempts d'erreurs, et ça, ceux qui sont les turiféraires des armes autonomes ne le nient pas, mais ils mettent en avant un test qui est adapté du test de Turing, qui s'appelle le test d'Arkin, du nom de Ronald Arkin, qui est un roboticien, et qui avance l'idée que à partir du moment où un robot est capable de se comporter de manière équivalente ou d'une meilleure manière qu'un humain sur le champ de bataille, dans ce cas, son usage est souhaitable. C'est-à-dire que même s'il fait des erreurs, tant qu'il ne fait pas plus d'erreurs que l'être humain, on peut considérer l'usage des robots comme légitime. Tout ça, finalement, est associé à l'idée à l'espoir plutôt d'une guerre plus courte, plus propre. J'aime pas beaucoup cette terminologie, mais c'est comme ça que c'est présenté. Et ça fait dire à certains, comme par exemple le philosophe américain Bradley J. Strother, qu'il y a un impératif moral d'utiliser ces technologies pour des raisons à la fois sécuritaires, puisqu'elles permettent de préserver les vies des soldats. Et ce que dit Strother, c'est que à partir du moment où l'État demande à ses citoyens qui sont des soldats, mais qui sont des citoyens tout de même, de risquer leur vie pour les intérêts de la nation, il y a un devoir moral de les protéger autant qu'ils le peuvent, et même pour des raisons humanitaires, puisque ça permettrait, en théorie, un meilleur respect du droit international humanitaire, dont il a été déjà beaucoup question au cours de ce forum. Pourtant, et c'est ma deuxième partie, le robot n'est pas un adversaire comme les autres, puisqu'il n'est pas humain. Il n'est pas humain au sens à la fois ontologique et axiologique du terme. Ontologique parce qu'il n'appartient pas au genre humain, il y a une évolution de l'agentivité sur l'usage des armes, et au sens axiologique puisqu'il n'est pas capable d'exercer effectivement la mansuétude, tout ce qui est associé au fait d'agir avec humanité, qui est souvent opposé à la cruauté. Et ça, on s'en aperçoit. Alors moi, c'est une question que je pose souvent à mes étudiants. Je leur dis, est-ce que vous préféreriez être tué par un robot ? Alors je vous pose la question à vous, est-ce que vous préféreriez être tué par un robot ? Et alors les réponses sont très intéressantes, parce que certains disent... tant qu'à mourir, autant que ce soit fait par un robot ne peut pas me torturer, me violer, etc. D'autres disent, moi je veux être tué par un humain parce que je veux que quelqu'un ait ma mort sur la conscience. Et je pense que c'est là le nœud de cette réflexion, puisqu'effectivement, deux adversaires se rencontrent sur le champ de bataille, ils reconnaissent, même si c'est de manière paradoxale, leur humanité réciproque. Par ailleurs, il y a un revers de la médaille de l'absence d'émotions que j'évoquais un peu plus tôt, qui est qu'il y a aussi des émotions qui peuvent s'avérer positives sur le champ de bataille, et finalement, l'idée que les passions sont forcément liées à la destruction n'est pas entièrement vraie. Et on observe ça notamment dans la littérature sur les refus de tuer, par exemple On Killing de Dave Grossman, qui explique que c'est précisément lorsqu'un phénomène d'empathie se met en place qu'on observe des refus de tuer qui ont été observés dans différents conflits autour de l'histoire, mais notamment pendant la Première Guerre mondiale, où il a été observé qu'en fait, seulement un quart des soldats essayaient vraiment d'atteindre leur cible, et les trois quarts restants visaient dans les pieds, sur le côté, ou alors s'enfuyaient carrément, etc. Donc, la pure application de la règle pourrait donner lieu à ce qu'Hannah Arendt appelait au sujet d'Adolf Eichmann une obéissance de cadavre, c'est-à-dire une incapacité à douter, et pourtant le doute est crucial quand on est en train d'exercer la force, et ça se voit dans différentes anecdotes historiques, mais par exemple une que j'aime particulièrement, qui est l'histoire de l'homme qui a sauvé le monde, qui s'appelle Stanislas Petrov, qui est un officier soviétique, qui, dans les années 80, alors qu'il était de garde dans le système de surveillance des attaques nucléaires en URSS, s'est vu informé d'une attaque menée par les États-Unis, puisque le système de détection des attaques nucléaires, qui s'appelait OCO, avait annoncé et avait identifié que 5 missiles nucléaires avaient été tirés depuis le territoire américain vers le territoire soviétique. Et Stanislas Petrov
Petrov, logiquement, de manière rationnelle, s'il avait été un ordinateur, aurait appliqué la procédure qui consistait à en référer à son supérieur hiérarchique au point probablement de lancer une riposte. Pourtant, et c'est très intéressant, Stanislas Petrov décrit au sujet de cette nuit d'alerte une drôle de sensation dans le ventre. Et c'est comme ça qu'il en parle, qui l'a conduit à ignorer cette alerte et à dire « Non, je n'ai pas confiance dans ces ordinateurs, je pense que c'est une fausse alerte ». Bien lui en a pris, puisqu'en fait le système en question avait confondu les reflets du soleil sur les nuages avec des missiles, ce qui est quand même embêtant pour un système de détection des attaques nucléaires, mais bon, c'était le début de tout ça. Et donc finalement, ça montre aussi comment est-ce que le fait d'avoir recours à des machines peut engendrer des réactions inattendues, et ça démontre aussi l'importance de conserver un garde-fou humain. D'autant que, quand on parle de systèmes d'intelligence artificielle, on peut aussi parler de systèmes auto-apprenants, c'est ce qu'on appelle la métacognition, qui là aussi peuvent finalement créer des phénomènes inattendus et, quand il s'agit de guerre, des escalades difficilement maîtrisables. Enfin, et ce sera le dernier point de cette deuxième partie, les robots ne peuvent pas être considérés comme responsables. Et ça, on en a beaucoup parlé hier après-midi, mais la responsabilité dans la guerre est absolument fondamentale, puisqu'il faut pouvoir identifier, juger les exactions et punir ceux qui se sont rendus coupables d'infractions. Or, en droit, pour établir la responsabilité juridique, il faut à la fois que soient réunis deux éléments, l'actus reus et le mens rea, c'est-à-dire à la fois la matérialité de l'acte criminel. Bon, dans le cas d'une exaction, en général, c'est assez peu difficile à prouver. En revanche, il faut prouver l'intentionnalité de l'acte criminel. Et ça, dans le cas d'un robot, il n'y a pas d'intentionnalité, puisqu'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de libre arbitre. Et quand bien même on déciderait d'une intentionnalité, par exemple, qui incomberait à la machine, alors certains ont proposé des responsabilités pour les êtres artificiels, il y a eu différentes options qui ont été mises sur la table. Comment est-ce qu'on punit un robot ? On ne peut pas punir un robot. Enfin, je veux dire, punir un robot, il y a un roboticien qui dit vouloir sanctionner un robot, ce serait comme dire à sa machine à laver qu'on va lui arracher la porte si elle nettoie pas bien les tâches. Ça n'a pas de sens. Donc en fait, c'est très important pour l'exercice de la justice pénale internationale de pouvoir établir les responsabilités. Et au-delà même de ces enjeux-là, la question qui se pose, et c'est la troisième partie, c'est sommes-nous les mêmes adversaires si nous employons des robots ? D'abord, ce que montrent les expérimentations, même maintenant l'expérience de ces machines sur le champ de bataille, c'est que le recours à ces systèmes est associé à une érosion du contrôle de la force. Une érosion du contrôle de la force, d'abord parce que le rythme de la guerre est accéléré par ce type de système. Donc, c'est l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est que tout aille plus vite, mais plus ça va vite, plus l'humain est démuni pour avoir un temps de réaction approprié. Donc, sa capacité à exercer son discernement est réduite. Et par ailleurs, il y a pour les algorithmes ce qu'on appelle un effet boîte noire, c'est-à-dire que les développeurs eux-mêmes ne savent pas toujours expliquer ce qui, d'un énoncé A à une conclusion C, ils ne sont pas toujours capables d'expliquer le raisonnement B qui a permis d'arriver à cette conclusion. Et alors, si même les développeurs ne peuvent pas toujours l'expliquer, on voit bien comment des opérateurs, qui sont souvent des soldats, pas nécessairement des ingénieurs, des techniciens, pourraient être dépassés et ne pas comprendre la manière dont les systèmes sont employés. Le cas israélien est assez intéressant de ce point de vue-là, puisque le temps de réaction qui est alloué aux opérateurs qui utilisent ces programmes d'intelligence artificielle pour cibler dans la bande de Gaza, est d'une vingtaine de secondes. Donc déjà, on voit qu'en 20 secondes, la capacité à avoir une réflexion réelle est quand même limitée. Et par ailleurs, ils savent quel type de données ont été prises en compte, par exemple des images satellites, des images de drones, des écoutes téléphoniques, peu importe, mais ils ne savent pas ce qu'il y avait d'incriminant dans ces images. Donc finalement, c'est une sorte de décision à la
aveugle. Et le risque, c'est ce qu'on appelle le biais d'automatisation, qui en fait est une surconfiance en la machine, parce que l'humain part du principe qu'il est capable de faire des calculs moins sophistiqués, qu'il va moins vite, qu'il prend en compte moins d'éléments, et donc il se fie à la machine. Par ailleurs, et ça a été mentionné par Jean en introduction, ces machines posent un problème en termes d'éthos guerrier. Donc ça, c'est effectivement associé à l'idée d'honneur, de bravoure, de camaraderie, toutes les vertus militaires qu'on retrouve notamment dans le code d'honneur du soldat en France, mais il y a des équivalents à l'étranger, et qui posent la question de qu'est-ce que l'héroïsme s'il n'y a pas de risque de sacrifice suprême? Alors on voit parfois des images assez étonnantes, par exemple le Bayraktar, qui est un drone turc qui a été beaucoup utilisé par les Ukrainiens, est complètement glorifié. Il y a des chants à la gloire du Bayraktar, c'est quand même assez surprenant. Et au-delà même de cet enjeu de l'héroïsme, il y a la question du contrat moral de la guerre qui semble bouleversé par l'émergence de ces systèmes. Puisque le contrat moral de la guerre actuellement, le droit de tuer sur le champ de bataille, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que a le droit de tuer celui qui prend un risque pour sa vie. Or, si d'un côté quelqu'un ne prend pas de risque pour sa vie, finalement il n'y a plus d'exercice de cette légitime défense réciproque qui permet de justifier le recours à la force. Enfin, ces machines sont associées à une déshumanisation de l'ennemi, puisque ça a été notamment beaucoup évoqué au sujet des drones, le fait d'interpréter la réalité à travers un écran donne lieu à ce que Mary Cummings a appelé un tampon moral. Et par ailleurs, il y a d'autres études, notamment celle de Dave Grossman que je citais un peu plus tôt, qui a montré que la propension à tuer est proportionnelle à la distance. C'est-à-dire que plus on est loin, plus on a d'aisance à tuer son ennemi. Or là, on ne parle plus uniquement de distance physique, mais aussi de distance psychique, de distance émotionnelle. Finalement, personne ne porte le fardeau moral de l'homicide. Tout ça fait dire aux opposants aux armes autonomes que le recours à ce type de système enfreint la dignité humaine au sens kantien, c'est-à-dire le fait de ne jamais prendre l'humain comme un moyen, mais toujours comme une fin. Et ils disent le fait de traduire une vie humaine par des lignes de code informatique n'est pas conforme au principe de dignité humaine et au respect de la valeur de la vie. Pour conclure, je voulais donc citer Georges Bernanos qui disait, alors il ne le disait pas au sujet de l'intelligence artificielle évidemment, mais il le disait plutôt au sujet de l'arme nucléaire à l'époque, que l'homme est en retour façonné par la technologie, et il disait cette phrase: « Je dis que vous posez le problème de travers. Le problème n'est pas dans la technologie, il est dans l'homme que la civilisation des machines est en train de former. » Et je pense que c'est la question qui se pose à nous aujourd'hui. Or, Platon, dans Phèdre, déjà, parlait du risque de subversion technocratique qui, en fait, consisterait à confondre ce qui est techniquement réalisable et ce qui est moralement souhaitable, faisant du critère de l'efficacité, d'une certaine manière, la valeur suprême. Et donc, aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce risque de subversion technocratique, et nous, pour rester des adversaires légitimes, nous devons nous questionner sur le recours à ces machines. Merci beaucoup.